Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition spéciale culture du MAC des M1 Journalisme. Je suis en compagnie aujourd'hui de Constance. Bonjour Tom. Alors que la culture est essentielle, elle peine parfois à trouver sa place. De plus en plus de jeunes semblent s'y désintéresser. Manque d'accès ou trop cher. Si certains la mettent de côté, d'autres pourtant y accordent une place particulière dans leur quotidien. Comment la culture résonne-t-elle aujourd'hui chez les jeunes, trop élitistes ou au contraire de plus en plus inclusive? À travers une série de reportages, nous allons partir à la découverte d'étudiants qui continuent de faire vivre la culture au sein de leur université. Entre création artistique, vie associative et enjeux sociétaux, suivez-nous pour rencontrer ceux et celles qui la partagent et la diffusent. Mais tout de suite, voici les titres du jour. Lieu de liberté artistique ou plus simplement campus créatif, les étudiants s'y retrouvent chaque semaine rue Lavoisier pour laisser libre cours à leur créativité. Des spectacles et des représentations y sont organisés tout au long de l'année afin de mettre à l'honneur les différentes formes d'art. Nous aurons par ailleurs le plaisir d'accueillir une étudiante qui dirige l'association de musique Escrescendo à Espol pour en apprendre davantage sur sa passion de la musique. À l'occasion du 150e anniversaire de l'Université catholique de Lille, une course de chars va être organisée. Mais comment se préparent ces chars? Quel est le secret derrière cette conception? Plongez dans les coulisses de cet événement qui réserve de belles promesses. Nouvelle ère pour le pass culture, réduire le budget, mais aussi exclure les jeunes de moins de 17 ans des avantages de ce fameux pass. Que pensent les étudiants de cette réforme? Quel impact aura-t-elle sur l'accès à la culture à l'avenir? Une décision qui soulève de nombreuses questions. Le BDA, l'association qui rapproche la culture des étudiants, elle œuvre chaque jour pour la rendre plus accessible et inclusive. Entre événements, ateliers et expositions, le BDA met un point d'honneur à faire vivre la culture au sein des facultés. Mais avant de commencer, place à l'actualité du jour avec Inès pour son Flash Info. Bonjour Inès. Bonjour Inès. Bonjour Constance, bonjour Tom. On commence avec une réforme qui fait débat, celle du pass culture. Depuis le 1er mars, les moins de 17 ans ne bénéficient plus d'un crédit individuel pour l'achat de biens culturels suite à un décret publié fin février. Mais alors, quel changement allons pouvoir observer à l'avenir? Eh bien, désormais, les jeunes recevront 50 € à 17 ans, puis 150 € à 18 ans, avec un bonus de 50 € pour ceux en situation de handicap ou sous critères sociaux. Avant la réforme, le pass culture permettait un accès progressif dès 15 ans, avec 20 €, puis 30 € à 16 et 17 ans, et 300 € à la majorité. Mais alors pourquoi Inès, pourquoi tous ces changements? Eh bien, la Cour des comptes a jugé que le dispositif ne remplissait pas totalement ses objectifs de réduction des inégalités. De plus, la part collective du PASS, qui finance les sorties culturelles scolaires, voit son budget gelé jusqu'à la fin de l'année, provoquant la colère des enseignants et du monde culturel. Et en parlant justement de culture, si vous êtes fan de séries, il y a un événement à ne surtout pas manquer à Lille. Et oui, Constance, le festival Sérimania, rendez-vous incontournable des sériphiles, approche à grands pas. Il revient du 21 au 28 mars 2025 avec une programmation riche et des invités prestigieux. Mais est-ce qu'on peut encore obtenir des places? Eh bien, la billetterie a ouvert hier à 12h30 et l'engouement a été immédiat. En quelques minutes, 20 000 personnes se sont connectées en simultané pour réserver leur séance, un record pour le festival. Malgré cette forte influence, des places restent disponibles pour une bonne partie des projections et événements. L'organisation invite donc les spectateurs à patienter et à vérifier régulièrement le site. Et côté programmation, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Eh bien, cette année, les festivaliers pourront découvrir en avant-première Astérix et Obélix, le combat des chefs, Bref 2 ou encore la nouvelle saison de HPI. Mais le festival, ce n'est pas que des projections, des conférences inédites sont aussi au programme. François Hollande évoquera le rôle des présidents dans les fictions politiques. Jonathan Cohen reviendra sur ses plus grands succès lors d'une masterclass et Amanda Seyfried fera le déplacement à Lille pour échanger avec le public. D'ailleurs, Sérimania ne se limite pas qu'à Lille, si j'ai bien compris. Effectivement, le festival se délocalise dans toute la région des Hauts-de-France grâce au bus Sérimania. Depuis le 21 février, il sillonne les villes avec un espace d'exposition, des jeux et même un tirage au sort pour gagner des places. Aujourd'hui, il fait escale à Cambrai avant de rejoindre Tourcoing demain. Et en parlant des célébrités, une actrice de notre région fait déjà des vagues dans le monde de la mode. À seulement 18 ans, Mallory Vanek, l'actrice originaire de Valenciennes, devient ambassadrice de la Maison Dior. Déjà nommée 2 fois au César, elle a officialisé ce rôle lors du défilé Dior à la Fashion Week à Paris le 4 mars dernier.
C'est une collaboration qui se dessinait déjà depuis plusieurs mois, non? Et oui, en mai 2024, elle montait les marches de Cannes en Dior avant d'être invitée d'honneur au défilé haute couture en janvier dernier. Une ascension fulgurante qui la propulse aux côtés de Nathalie Portman et Isabelle Adjani. Et puisque l'on parle de mode, la Fashion Week de Paris a également été un lieu d'innovation cette année avec des influences inattendues. Ce dimanche 9 mars, Coperni a une nouvelle fois frappé fort avec une collection automne-hiver 2025-2026 qui plonge dans l'univers des jeux vidéo. Et comment ils ont réussi à allier mode et gaming? Eh bien, le duo français Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer a choisi de plonger ses invités dans une ambiance unique en réunissant environ 200 joueurs dans l'Adidas Arena. Ces derniers se sont affrontés lors d'une LAN party, un phénomène très populaire dans les années 90. Un univers qui s'est aussi fait ressentir dans la collection. On a par exemple une robe noire fendue qui rappelle le look de l'héroïne du jeu vidéo Resident Evil, des bodies portés avec de grosses parkas et des collants, avec des petites sacoches, des pièces qui évoquent Lara Croft. Et bien sûr des uniformes d'écolières qui rappellent le monde du manga. D'ailleurs, dans l'univers du jeu vidéo, la cérémonie des Pégases 2025 a couronné un projet de chez nous qui a de quoi faire briller les Hauts-de-France. Tout à fait, le 6 mars 2025, la Cigale a accueilli la cérémonie des Pégases, l'équivalent des Césars pour l'industrie vidéoludique. Et c'est Myrmidon, développé par des étudiants de Rubika à Valenciennes, qui a remporté le Pégase 2025 du meilleur jeu vidéo étudiant. Et en quoi consiste ce jeu exactement, Inès ? Eh bien, Myrmidon est un jeu qui se joue à deux. L'un incarne un pantin et l'autre un animateur qui devront collaborer pour résoudre des énigmes et progresser ensemble dans un univers à hauteur de marionnettes, inspiré du stop motion. Un succès qui propulse son équipe de création, notamment Rémi Leroy, vers une carrière prometteuse dans l'industrie du jeu vidéo. Côté cinéma, c'est un autre événement qui se profile. Hier soir, à Villeneuve-d'Ascq. Absolument, un ciné-débat a été organisé hier soir au Kino-Ciné de Villeneuve-d'Ascq autour du film « Personne n'y comprend rien », réalisé par Yannick Kergot, qui revient sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi, un documentaire basé sur les révélations de Mediapart, avec un débat animé par des avocats et des défenseurs des droits de l'homme. Et pour rappel, en quoi consiste l'affaire exactement ? Eh bien, jugé aux côtés d'autres prévenus, dont des anciens ministres, pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics libyens, association de malfaiteurs et financement illégal de campagne, Nicolas Sarkozy encourt une peine de 10 ans de prison et 375 000 € d'amende. Et si on a raté la séance ? Eh bien, le film sera projeté ce soir à 17h45 sans débat au Kino-Ciné. Ce documentaire a trouvé refuge dans les différents cinémas indépendants de Villeneuve-d'Ascq, n'ayant pas été programmé dans les différentes salles et multiplexes appartenant au groupe UGC. Et pour les cinéphiles, c'est bientôt le retour d'un rendez-vous incontournable. Et oui, pour tous les amoureux du cinéma, mais pas que, le printemps du cinéma fait son grand retour du dimanche 23 au mardi 25 mars 2025. Pendant 3 jours, toutes les séances dans toutes les salles de cinéma sont au tarif unique et exceptionnel de 5 €. Et après la détente dans les salles obscures, place à l'effort sur le bitume pour les passionnés de course. Et oui, ce dimanche 16 mars 2025, la ville de Lille accueille l'édition 2025 du semi-marathon de Lille, un événement sportif majeur qui se déroulera en plein cœur de Lille. Au programme, plusieurs épreuves, le semi-marathon avec ses 21,1 km, un de 10 km et un de 5 km. Un véritable défi pour les participants donc. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ces courses ? Bien sûr, le semi-marathon partira à 9h de la rue Saint-Sauveur avec un parcours de 21,1 km en 2 boucles. Le 5 km débutera à 11h45 au 235 boulevard de la Liberté et le 10 km, quant à lui, partira à 12h30 à l'intersection du boulevard de la Liberté et de la rue Jeanne d'Arc avec un parcours d'une seule boucle. Et toutes ces courses arriveront au même endroit. Exactement, toutes les épreuves se termineront sur le boulevard de la Liberté face à la place de la République. Un cadre emblématique pour les coureurs et les spectateurs. Mais ce n'est pas la seule course qui aura lieu cette semaine. Effectivement, l'Université catholique de Lille célèbre son 150e anniversaire et avec un événement original et festif. Ce jeudi 13 mars, le campus Vauban se transformera en véritable circuit pour la route 150. Une course de chars insolite conçue par les étudiants et les salariés de l'université. Fabriqués à partir de matériaux de récupération, ces véhicules rivaliseront d'originalité aux couleurs des différentes institutions de l'université. Au programme, une compétition alliant vitesse et créativité, avec des épreuves aussi ludiques que décalées. Un jury distinguera les meilleures réalisations dans plusieurs catégories.
Et cela ne se limite pas qu'aux courses de chars, n'est-ce pas? Et oui, la journée sera également rythmée par des animations variées, expériences en réalité virtuelle, défis d'adresse, spectacles et un village associatif. De quoi offrir aux visiteurs une immersion totale dans l'ambiance festive de cet anniversaire. Et bonne nouvelle, l'événement est ouvert à tous. Et pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place? Eh bien, pas de panique, toute la journée sera retransmise en direct de 10h à 18h sur la radio UC Lille avec une couverture assurée par les journalistes du Master. Alors, impossible de rater l'événement. Il y aura de belles surprises. Merci beaucoup Inès. Merci à vous. Théâtre, danse, comédie musicale, poterie ou encore broderie, le campus créatif est une véritable scène où chacun s'exprime. Dans ce reportage signé Faïka et Maxence, découvrez comment ce lieu devenu point de ralliement se transforme en terrain de rencontres et de liberté. Au cœur de l'Université catholique de Lille, un lieu un peu à part existe depuis 8 ans. Un espace où l'on met les écrans de côté pour façonner, créer et s'exprimer autrement. Ici, tout est fait pour laisser place à l'imagination. Couture, poterie, danse ou encore broderie, chaque étudiant peut venir découvrir, tester et surtout apprendre. Et pour beaucoup, c'est une vraie bouffée d'air dans un quotidien rythmé par les cours et les révisions. Alors je me suis lancée dans l'idée de rejoindre le campus créatif parce que je trouve que pendant les études, on a vraiment besoin de décrocher et que moi, j'avais besoin de continuer une activité artistique à côté. Et que à la Cato, on a la chance d'avoir cette structure qui propose plein de trucs pour justement garder ce côté-là. Donc j'ai pas hésité, j'ai foncé. Et surtout, ouais, c'est ça, c'est beaucoup de libération d'un point de vue pression, mais aussi plein de compétences trop bien. C'est que en fait, j'ai plein d'expériences que je peux valoriser sur un CV, avec des cours théoriques à la fac, je pourrais pas. Donc c'est hyper intéressant, autant dans le bien-être étudiant que dans l'accomplissement. Un moment de pause, une manière de se recentrer, loin du stress des examens. Ici, pas de pression, juste le plaisir de créer. Vraiment, je trouve que le hangar créatif, c'est une espèce de parenthèse dans la vie des étudiants. Et c'est quelque chose dont ils ont besoin. On voit vraiment on les voit évoluer, on les voit prendre énormément de plaisir, on les voit participer, être volontaires, être bénévoles sur nos événements. C'est un vrai plus, c'est une chance d'avoir un campus créatif à l'université. Et évidemment, je vois les étudiants qui s'épanouissent et surtout qui passent énormément de temps avec nous. Dès qu'ils peuvent, ils viennent participer à nos événements et je trouve que c'est une sacrée valeur ajoutée dans une expérience étudiante. C'est pas un endroit qui est fait pour les artistes, c'est pas un endroit qui est fait pour les personnes qui ont du talent. C'est un endroit qui est fait pour venir s'exprimer, pour venir découvrir et pour venir s'enrichir en fait de quelque chose. Donc n'hésitez pas, venez, surtout si vous avez... il suffit d'avoir envie. Donc venez tester, et puis souvent je pense que une fois que vous avez goûté, vous repartez pas. La créativité s'exprime aussi en musique. Dans un coin du campus créatif, un groupe répète des accords, des rythmes, des voix qui s'accordent, un autre langage artistique. Pour eux, cet espace, c'est plus qu'un lieu de répétition. C'est un endroit où ils testent, où ils cherchent leur son, où ils se retrouvent en tant que musiciens. Pour beaucoup, le campus créatif, c'est un peu une deuxième maison. C'est un endroit où l'on vient par curiosité et souvent on y reste par passion. Le campus créatif, c'est un peu le poumon artistique de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, du coup, nous avons la chance d'accueillir une étudiante d'ESPOL qui dirige une association dédiée à la musique, Ex Crescendo. Son but, rapprocher à travers la musique les étudiants. Elle va nous parler de sa passion, de ses projets et de la place de la musique dans son quotidien. Bienvenue à toi, Elise. Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Ex Crescendo et expliquer un petit peu son histoire et son parcours ? Alors, l'asso Crescendo, elle existe depuis longtemps, mais elle était plus très active pendant quelques temps, jusqu'à l'année dernière, où l'ancienne présidente a remonté l'asso et a essayé de la réactiver le plus possible. Donc, on était un gros groupe de L1 aussi qui l'ont aidé à la réactiver. Et cette année, on essaie de vraiment lui faire prendre plus d'ampleur. On a organisé déjà pas mal de concerts et on continue à en faire plein.
Du coup, vous proposez des concerts assez régulièrement, mais quel type de concerts ou de projets vous organisez tout au long de l'année ? Alors, on fait surtout des concerts où on fait des reprises de chansons assez connues. Principalement, on fait des reprises de pop-rock, mais on fait aussi un peu de jazz. On a pu faire un concert de jazz en décembre, mais on a aussi pu faire un concert où on faisait des reprises de musique de film. On essaye vraiment de faire plein de choses, tout ce qui est en rapport avec la musique, on essaye de le montrer. Et voilà. Et j'ai appris que vous aviez un pôle découverte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et expliquer en quoi ça consiste ? Alors le pôle découverte, il est là aussi pour faire découvrir à nos camarades d'Espol et à tous les étudiants l'histoire musicale, où ils font aussi découvrir des artistes un peu niches, des styles qui ne sont pas forcément très connus à travers des articles, des vidéos, des playlists, pour vraiment ouvrir la culture musicale à tous. Et que pensez-vous du coup de l'offre culturelle qui est proposée à la Cato et notamment des infrastructures qui sont disponibles pour promouvoir cette culture ? Pour le coup, je trouve que l'offre culturelle à la Cato, elle est très très riche, que ce soit à travers le campus créatif, qui est hyper accessible à tous les étudiants. Nous, on utilise beaucoup le studio de son pour faire nos répétitions, où on a accès gratuitement, ce qui nous aide énormément à pouvoir préparer les concerts, où il y a tout le matos nécessaire pour qu'on puisse préparer les concerts. Au-delà de ça, entre tous les cours de musique, d'art et tous les événements qui sont organisés, comme la comédie musicale qu'ils ont fait l'année dernière, je trouve que l'offre, elle est vraiment hyper riche et ils nous permettent vraiment de nous exprimer et de faire tout ce dont on a envie. Super, un grand merci pour votre présence et d'avoir été avec nous sur ce plateau et d'avoir fait vivre votre passion pour votre association avec nous ici. Merci beaucoup Élise. C'est un événement insolite qui s'annonce ce jeudi 13 mars, la course de chars pour célébrer les 150 ans de l'Université catholique de Lille. Mais que cache cette course ? Découvrons ensemble les coulisses de sa préparation. Jeanne Lafont et Noémie Bouillet. Fondée en 1875, l'Université catholique de Lille célèbre cette année ses 150 ans. À cette occasion, une grande course de chars se tiendra sur le campus le jeudi 13 mars. Angèle Devos, coordinatrice du projet Route 150, nous explique comment est née cette idée folle. C'est une idée qui a émergé en 2023, donc ça fait déjà un moment. En fait, l'objectif, c'était de faire un événement assez festif. Et au début, c'était vraiment la course de boîte à savon. Sauf que y a pas de dénivelé ici, donc boîte à savon, c'était un peu compliqué. Et donc ça s'est terminé, en fait, la conclusion, c'était de faire avec des caddies qui, du coup, pouvaient être poussés, tirés, et puis manipulables, parce que c'est des étudiants qui y vont, aussi des salariés, mais en termes de sécurité pour une université, c'était un peu plus sécure d'avoir des caddies. Donc, et les chars, c'était vraiment pour la partie vraiment décorative et vraiment que ce soit hyper festif avec plein de couleurs et que ce soit vraiment les étudiants et les salariés qui fabriquent leurs chars, leurs propres chars. On a 50 chars qui sont inscrits, donc 50 équipes. Et les équipes, ça va de 3 à 7, voire même 8, pour les plus motivés. Les chapiteaux, là, qui est en fait un atelier de construction, s'est installé juste la semaine avant les vacances. Et donc, ça s'est ouvert pour les vacances. Donc, il y a eu comme c'était les vacances, il n'y avait pas trop de monde. Mais là, ça fait 2 semaines où vraiment il y a beaucoup de monde qui arrive et ça prend vraiment forme, donc c'est chouette. C'est jeudi 13 mars. Donc la course commence à midi et elle se termine à 17h30. Enfin, la remise des prix est à 17h30 et la course, le dernier char part à 17h. Et donc c'est vraiment dans l'enceinte de l'université. Donc c'est on commence Robert Schuman, on fait l'allée médecine et on remonte avec la rue du Port. Et puis on revient à Robert Schuman, au bâtiment Robert Schuman. Donc c'est un parcours de 400 mètres. Voilà, et c'est une course contre la montre. Donc c'est un char part toutes les 5 minutes et c'est celui qui sera le plus rapide qui gagnera la course. Tous les participants recevront une médaille. Une médaille en bois qui sera vraiment forgée. Non, pas forgée, mais gravée, ouais, c'est ça. Et après, pour les vrais gagnants, il y aura des médailles en or et faites exprès pour l'événement. Voilà. Une course festive qui promet d'être très prometteuse. Nous sommes en compagnie de Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. On n'a pas 150 ans tous les jours. Est-ce que l'université prévoit d'autres activités et d'autres événements pour fêter cet anniversaire ? Oui, évidemment. Il va y avoir plein d'animations et plein d'activités différentes dès 10h du matin et qui seront disponibles toute la journée.
Par exemple, parmi ce que vous pourrez faire, il y aura une expérience en réalité virtuelle avec Asus et un jeu concours pour les spectateurs. Il y a aussi un docteur Maboule géant si vous voulez tester votre précision. Ça sympa, ça. Il y aura une joute gonflable et un taureau mécanique pour relever un peu des défis. Il y a une table de réflexe si vous voulez jouer contre vos amis. Il y aura aussi les cheerleaders de la Cato et des fanfares qui vont un peu mettre l'ambiance pour l'événement. Et il y aura un village des associations que vous pourrez un peu découvrir à l'occasion. Et puis surtout, ce que tout le monde attend, c'est l'inauguration de l'observatoire astronomique qui a été construit en 1889 et qui a été fermé en 1992, donc ça fait plus de 30 ans maintenant. Et il a été entièrement restauré et à sa réouverture, elle marque aussi la création du Star Lab, qui sera un espace dédié aux étudiants et aux chercheurs et pour la découverte et l'innovation, et qui sera parfois ouvert au public avec des visites guidées, quoi. Super, merci beaucoup Jeanne. Merci Jeanne. Le Pass Culture maintenant a récemment fait l'objet d'un grand remaniement avec des changements qui suscitent de vifs débats. Les jeunes de moins de 17 ans sont désormais exclus de ce dispositif, tandis que le budget pour les concernés a été réduit. Que pensent les étudiants de cette réforme et quel impact cela aura-t-il sur l'accès à la culture ? Reportage signé Julie Couvet. Destiné à démocratiser l'accès à la culture pour les jeunes, le pass culture individuel a été supprimé pour les moins de 17 ans et diminué de moitié pour les jeunes de 18 ans à compter du 1er mars 2025. Je pense que c'est dommage parce que ça peut permettre peut-être à des gens qui n'ont pas connaissance de ce qu'ils peuvent faire, par exemple aller dans des festivals, de découvrir des nouvelles choses, de pouvoir bénéficier d'achat de livres pour leurs courses, ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Un décret signé par le Premier ministre François Bayrou, la ministre de la Culture Rachida Dati, ainsi que 7 autres ministres, a permis cette revue à la baisse. Cette décision s'explique notamment par la recherche d'économie du gouvernement. Le Pass Culture a été créé dans une ambition de promouvoir l'accès à la culture après le Covid pour les jeunes. Et c'est vrai qu'on n'est plus trop dans un contexte post-Covid. Et donc je pense que c'est une chance déjà que l'État nous permette d'avoir accès, nous donne des moyens pour avoir accès à la culture. Et là qu'il nous laisse, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est une bonne chose qu'il soit réduit pour que les jeunes l'utilisent à meilleur escient. Solide allié dans le secteur du livre, 98,6% des offres du pass et 71% des réservations étaient des livres. Les libraires s'attendent donc à une réduction de leurs ventes auprès des jeunes. Alors ici on peut l'utiliser depuis octobre parce qu'avant on n'avait pas le programme de caisse qui était adapté. Comme on l'a eu un peu tard, on n'a pas forcément le recul pour voir la différence. Comme il a été réduit, on va vendre moins de mangas d'un coup, ce qui pouvait arriver, qu'il y avait des grosses des intégraux qui partaient. Je pense que du coup il y en aura des moins, mais il y aura toujours des gens qui vont en prendre. Selon un rapport de la Cour des comptes fin 2024, le pass culture ne permettrait pas de combler les inégalités et de rapprocher de la culture les jeunes qui en sont éloignés. Un bonus a donc été accordé aux élèves porteurs d'un handicap et selon des critères sociaux. Le Bureau des Arts joue un rôle majeur dans la vie culturelle des étudiants. À travers ses événements, ateliers et ses nombreux projets, cette association rend la culture plus accessible à tous. Découvrons comment le BDA œuvre au quotidien pour rapprocher la culture et les étudiants. Un reportage signé Noémie Dagion et Juliette Dessat. Alors nous, on propose pas mal d'activités, on a une grande diversité dans ce qu'on propose. Ça peut être autant des vernissages que des concerts. Là, on a par exemple une pièce de théâtre aussi dans 2 semaines. On fait des ateliers peinture, on l'a fait une fois avec une asso de vin qui permet aussi de faire des trucs avec d'autres assos. Et donc voilà, c'est hyper divers. C'est aussi ça notre grand atout aussi. Nos membres, ça leur permet de se retrouver et de se rassembler autour d'un domaine qui les passionne. Par exemple, nos musiciens ont accès à un studio de musique pour pouvoir autant jouer de la musique que s'enregistrer. Pareil pour le pôle théâtre, ils se retrouvent pour jouer, pour répéter leurs pièces. Et c'est ça pour à peu près tous les pôles. Donc ça rassemble les membres autour de leur passion, mais aussi on propose aux étudiants qui sont hors asso, par le biais de nos événements, de se rapprocher du domaine culturel, artistique. Et on fait aussi des présentations, donc ça vulgarise un petit peu un domaine qui peut paraître aujourd'hui pour les étudiants un peu
un peu distant, un peu loin. Alors ce qui marche le mieux pour nous, c'est nos concerts. On en a fait pas mal l'année dernière. Là, cette année, il y en a un qui arrive le 3 avril d'ailleurs. Donc c'est vraiment ce qui plaît le plus. Après, les vernissages aussi, en partenariat avec l'asso de vin, qui aussi pour proposer un peu des trucs à boire, des trucs à manger. Ça fonctionne assez bien, ça plaît. Et après, on a des nouveautés qui arrivent, donc on ne sait pas trop, on espère que ça va fonctionner. Mais oui, de manière générale, les gens aiment bien et ça permet de rassembler pas mal de monde. C'est vraiment de favoriser un accès un peu plus facile et de promouvoir aussi de la culture, l'art. Donc par exemple les vernissages, c'est nos membres qui peignent. On fait des revues, on essaie de faire des petites revues sur nos comptes Insta, de conseiller des lectures, des films. On peut aider forcément, mais on fait de notre mieux. Juliette, notre journaliste, est avec nous sur le plateau. Bonjour Juliette. Bonjour. Vous vous êtes rendue au Bureau des Arts, qui organise de nombreux événements culturels au sein de l'université. Pouvez-vous nous parler de certains événements phares qu'ils ont organisés durant l'année ? Bien sûr. Alors, ils font plusieurs événements. Ils font notamment des projections de films, les films récents, ou alors en fonction des actualités. Par exemple, à Saint-Valentin, ils vont diffuser des films de Saint-Valentin d'amour. Ils font des concerts. Les concerts, ça marche très, très bien. Ils font aussi des revues de presse sur leur Instagram. Donc ça permet d'être informé de la culture, de ce qui se passe à Lille et aux alentours. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et ils font des vernissages. Ils présentent donc des peintures, des tableaux, des œuvres que le BDA, donc les membres, font. Et ils le présentent dans le hall d'ERS de Robert Schuman pour pouvoir les exposer aux étudiants. Mais du coup, est-ce que vous avez déjà participé à l'un d'entre eux ? Oui, j'ai participé au vernissage, donc c'était très agréable. On avait un petit verre de vin, c'était très, très bien. Et les concerts aussi, c'est très, très bien parce que déjà, c'est à bas prix, c'est 2 ou 3 euros. C'est souvent dans le sous-sol de la Faluche et ça permet de rassembler tout le monde et ça permet aussi aux étudiants qui font les musiciens, etc., de pouvoir s'exprimer et de pouvoir réellement montrer ce qu'ils font. Donc ça, c'est pas mal. Et puis ça nous permet de faire un concert... pas gratuit, mais à bas prix. Donc des concerts qui fonctionnent plutôt bien, mais est-ce que selon vous, le BDA est un véritable succès ? Est-ce qu'il arrive à intégrer la culture dans la vie des étudiants ? Oui, je pense que c'est un véritable succès parce que le BDA déjà est partout en fac de droit, que ce soit au niveau des flyers, des affiches, et l'asso est partout au niveau... le gala d'hiver, l'asso était là et a fait un concert de 2-3 minutes, une demi-heure à 1 heure, donc c'était pas mal. Et puis le BDA promeut la culture. Il est présent sur les réseaux sociaux, donc c'est ça. Il est plus accessible. C'est ça. Et ils sont à peu près 30 à 40 membres. D'accord. Donc c'est assez conséquent. Et des membres qui viennent de quelle licence ? Enfin, licence, master ? Principalement licence de droit, principalement. Super. Merci beaucoup Juliette pour toutes ces informations. Passons maintenant à l'agenda culturel avec Suzanne qui nous promet, je l'espère, un beau programme plein de sorties, de concerts et d'exposition. Bonjour Suzanne. Merci Tom, bienvenue dans votre agenda culturel. Voici la liste de tous les événements dans la région des Hauts-de-France. Et on commence par une pièce de théâtre. Direction la Picardie où la Maison de la Culture d'Amiens accueille Anne Brochet, l'actrice de la pièce Odile et l'eau. La Miennoise a déjà fait sa place dans le milieu du cinéma. En effet, elle a décroché le César du meilleur second rôle pour Tous les matins du monde d'Alain Corneau. Sa nouvelle pièce Odile et l'eau, et elle est seule sur scène et elle raconte en mots et en mouvements les longueurs quotidiennes d'une femme dans le bain d'une piscine municipale. Elle joue une héroïne ordinaire et solitaire, saisie à un moment de flottement dans sa vie, sans travail et sans ses enfants partis loin. Elle n'a plus personne à qui se raccrocher. Et où est-ce qu'on peut assister à cette pièce de théâtre ? 2 représentations, le mardi 11 mars à 19h30 et le 12 mars à 20h30, accessible à partir de 13 ans et à partir de 8 €. Immersion au cœur du salon du livre policier. À Lens, du 22 au 23 mars a lieu le salon Polar Lens. Le musée se réinvente dans un style Agatha Christie. Le 23
mars prochain, lors des visites criminelles, les visiteurs découvrent le musée tout en résolvant une énigme. Que va-t-il se passer? Qui sera le coupable? Percez les secrets de cette affaire lors d'une visite-jeu. L'entrée est gratuite pour le 22 et le 23 mars. À partir de 12 ans, il y aura 2 visites, une à 14h30 et une à 16h30. Et que faire avec ces enfants cette semaine? C'est une grande question. Comment intéresser les enfants à la culture? Le FRAC Nord a peut-être la solution. Il propose le 15 mars prochain un atelier faire rimer art et chicorée. Qu'en est-il? Laissez votre crayon vous guider et partez à la rencontre d'œuvres en compagnie d'un médiateur du FRAC. En plus de développer un sens artistique, les enfants créent avec de la chicorée, une matière inattendue, mais qui a beaucoup de potentiel. Alors je me permets cette question, mais pourquoi de la chicorée? Eh bien, très bonne question, Constance. Les peintures à base de chicorée offrent des teintes chaudes et douces, l'occasion de peindre avec un ingrédient surprenant et d'en faire un médium artistique. Pourquoi pas après tout? Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site du FRAC. Enfin, tu nous as promis d'aller danser à Tourcoing. Oui Tom, je t'emmène danser à Tourcoing. Le théâtre Raymond DeVos devient une gigantesque salle de danse. Le vendredi 11 avril a lieu un immense gala. Et à quelle occasion? Les professeurs et les élèves de Tourcoing présenteront leur chorégraphie lors du gala de l'école, tout simplement. Un tarif unique, 10 € le 11 avril. On espère que vous serez au rendez-vous. Et on termine cet agenda avec une recommandation lecture. Chaque semaine, les libraires de la bibliothèque municipale de Lille conseillent un livre. Et cette semaine, on nous conseille « Vous ne connaissez rien de moi », écrit par Julie Héraclès. Écrit en 2023, le livre raconte le quotidien de Simone, une jeune fille ayant grandi à Chartres pendant la guerre. Elle compte bien mener une vie libre et passionnée et ne pas se laisser abattre par un déchaînement de haine. On vous conseille également cette lecture. Merci beaucoup Suzanne. Merci Suzanne. Merci à vous. C'était l'agenda culturel et c'est déjà la fin de cette émission spéciale culture. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt.